21h30, Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres du journal. Satisfait de la mission du BIT pour les mesures prises par notre pays pour lutter contre les séquelles de l'esclavage. Elle l'a exprimé lors de sa rencontre avec le Premier ministre. Des spécialistes en chirurgie en congrès à Nouakchott échangeant sur la prise en charge des cancers et les évolutions scientifiques dans ce domaine. Les armes cesseront de résonner samedi à 22h GMT en Ukraine grâce à l'accord de cessez-le-feu signé aujourd'hui entre les belligérants. Je vous le disais dans les titres, la mission du BIT conduite par Jean-Marie Kagabo, responsable principal des programmes relatifs au travail forcé et aux droits fondamentaux du travail et comprenant l'ex-rapporteuse spéciale des Nations Unies des droits de l'homme et des formes contemporaines de l'esclavage, a achevé sa visite dans notre pays. La mission a été reçue ce matin par le Premier ministre Yahya Al-Haddamine, avec lequel elle a passé en revue les moyens mis en œuvre en vue de l'application de la feuille de route relative à l'éradication des séquelles de l'esclavage. Nous écoutons à ce propos le chef de la mission du BIT après son entrevue avec le Premier ministre. Effectivement, nous sortons d'un entretien avec le Premier ministre. Nous lui avons fait part du projet que le Bureau international du travail va mettre en œuvre ici en Mauritanie pour appuyer la mise en œuvre de la feuille de route. Le Premier ministre nous a assuré de son soutien à ce projet. Par ailleurs, nous avons rencontré également pendant la semaine les principaux acteurs qui vont travailler avec nous sur ce projet, en particulier les syndicats, la société civile, le commissariat aux droits de l'homme, et nous rentrons avec un sentiment d'une mission accomplie et nous reviendrons pour la mise en œuvre de ce projet. Merci. Et toujours au volet des droits de l'homme, hier, l'ex-rapporteur spécial des Nations Unies des droits de l'homme et des formes contemporaines de l'esclavage avait, lors d'une rencontre avec les acteurs de la société civile et la presse, mentionné que notre pays est devenu pionnier en Afrique et dans le domaine en matière de lutte contre l'esclavage. Retour avec El-Haj Abdallah Eddin. La Mauritanie est un exemple dans le domaine des droits de l'homme, dans le monde arabe et en Afrique. Une déclaration faite par l'ex-rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les formes contemporaines de l'esclavage, Madame Gilnara Shahinia, a mérite justifié par la prise d'importantes mesures, notamment l'adoption de la feuille de route pour la lutte contre l'esclavage en concertation avec toutes les parties concernées. L'ex-rapporteuse des Nations Unies a salué les efforts du gouvernement et toutes les parties prenantes dans l'élaboration et l'appui de cette feuille de route, en rappelant que l'application de cette feuille de route exige le soutien et l'accompagnement de tous. Cette déclaration a fait l'objet d'une appréciation par les organisations de droits de l'homme qui ont participé à cet atelier de sensibilisation destiné à la société civile et aux médias. Le propos de cet activiste de droits de l'homme nous le confirme. Il déclare que la rapporteuse onusienne a constaté les étapes franchies par la Mauritanie dans la voie d'exécution de la feuille de route relative aux formes contemporaines d'esclavage. Même son de cloche pour cette femme de la société civile qui nous confie que la rapporteuse onusienne a félicité la Mauritanie pour la réalisation des progrès dans le domaine des droits de l'homme. La feuille de route en question contient 29 recommandations sur la lutte contre l'esclavage et répartie en 3 volets. Renforcer le cadre législatif, élaborer un programme dans le domaine du développement et réactualiser le rôle de sensibilisation sur la loi criminalisant l'esclavage. La ratification de plusieurs conventions internationales par la Mauritanie protégeant le droit de l'homme et la criminalisation des pratiques esclavagistes, ainsi que la création d'un tribunal consacré à juger les crimes d'esclavage et l'instauration d'une agence pour la lutte contre les séquelles de l'esclavage sont des actions concrètes qui reflètent la détermination du gouvernement à garantir la justice sociale en Mauritanie. Autre grand titre de ce journal, des spécialistes en chirurgie étaient ce matin en conclave au Palais des Congrès dans le cadre du 19e Congrès maghrébin de chirurgie organisé sous le haut patronage du président de la République Mohamed El Abdelaziz. L'occasion pour eux d'échanger sur les évolutions scientifiques relatives à la chirurgie et au traitement du cancer. Bokar Baylabah.
Cette rencontre de 3 jours permettra aux chirurgiens du Maghreb de débattre des thèmes relatifs au cancer digestif du pancréas ou de l'épineuse question de prise en charge de certaines urgences chirurgicales. À l'ouverture des travaux de ce congrès, le ministre de la Santé, M. Ahmedou Hademounou Djelvoun, a souligné que la chirurgie jouit d'une attention particulière dans le cadre de la stratégie nationale de développement des hôpitaux. Sur le plan des équipements de chirurgie, il a rappelé l'augmentation des salles d'opération chirurgicales, des salles équipées d'outils de pointe. Le président de l'association mauritanienne de chirurgie, Dr Issa Oulsidi Mohamed Salem, il a mis en exergue la pertinence des thèmes de ce congrès, soulignant la nécessité d'harmoniser les pratiques dans le traitement des pathologies, notamment les cancers digestifs souvent négligés et le diagnostic encore trop tardif. Les présidents des associations maghrébines de chirurgie ont tour à tour souligné l'utilité de cette rencontre et les opportunités d'échange d'expériences entre chirurgiens. Nous sommes complémentaires avec les Marocains, avec les Algériens, les Tunisiens et les Libyens. Donc c'est le Maghreb, c'est un ensemble régional qui est en train d'évoluer. Évoluer pourquoi? Dans le domaine surtout de la recherche de la médecine. Nous sommes là en train de nous équiper, de nous former. Et vous avez la faculté actuellement qui commence à faire sa première promotion. Et chaque fois que nous, on a des soucis, on a des problèmes pour nos malades, on les évacue vers l'un de ces pays. Et même les malades partent là-bas. Tout ça, c'est pour uniformiser les conduites à tenir, uniformiser les pratiques médicales, les pratiques chirurgicales, pour en vue d'un meilleur état de santé et une meilleure prise en charge de nos patients et de nos malades. Et en marge de ce congrès, le ministre de la Santé a remis des distinctions à certains chirurgiens du Maroc, d'Algérie et de Tunisie, ainsi qu'au professeur Moussa Lamine Sow, au chirurgien Silla et à titre posthume au professeur Mohamed Ahmed Aïcha. Direction à présent le Tagan, une wilaya de plus qui a figuré au programme de la visite d'information que mène le ministre de l'Agriculture dans l'intérieur du pays, toujours dans l'objectif de s'enquérir du déroulement de la campagne maraîchère. Dans la localité de Tamourtenaj, le ministre a visité des coopératives maraîchères avant de tenir une réunion avec les agriculteurs. Plus de précisions avec Aminata Khan. Dans la commune de Tamourtenaj, le ministre de l'Agriculture, M. Brahim Mbarek ou Mohamed El-Mokhtar, a pu constater les variétés de maraîchage cultivées dans cette commune et écouter des explications sur la nature de l'assistance technique, explications fournies par la délégation régionale de l'agriculture en place pour accompagner et encourager les paysans à s'investir dans ce type de culture vitale. Parlant de l'objectif de sa visite dans la commune de Tamourtenaj, M. Brahim Mbarek ou Mohamed El-Mokhtar, ministre de l'Agriculture, a expliqué qu'il est venu s'informer des résultats réalisés par le projet agricole. Au sujet des efforts entrepris par les pouvoirs publics pour juguler le sous-développement, le ministre de l'Agriculture a affirmé que la lutte contre la pauvreté, le chômage et l'analphabétisme constituent des priorités du premier rang du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, et pour lesquels des projets spéciaux ont été mis sur pied dans les zones les plus reculées. Prenant à son tour la parole, le maire de Tamourtenaj, M. Sidi Mohamed Val, a remercié les pouvoirs publics pour l'intérêt qu'il accorde à sa commune avant d'énumérer un certain nombre de doléances, notamment les difficultés que rencontrent les cultivateurs pour écouler leurs produits. Et dans le Haoud Sharqi où il vient de séjourner, le ministre de l'Équipement et des Transports s'est informé de l'avancement des travaux de la route Basseknou-Amourj. Isselkoul Ahmed Ezidbi a mis en profit ce séjour pour appeler les populations bénéficiaires à coopérer avec les entreprises chargées de l'exécution de cette route. Retour à Aminata Khan. Isselkoul Ahmed Ezidbi, ministre de l'Équipement et des Transports, poursuit sa visite d'information à l'intérieur du pays. Ici, sur la route de l'Espoir, notamment l'axe reliant Amourj à Basseknou, la délégation ministérielle s'est arrêtée pour constater de près l'état d'avancement des travaux. Là, le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Isselkoul Ahmed Ezidbi, s'est apaisanti dès l'entame de ses propos sur la nécessité de respecter les techniques et normes avant de donner les instructions
instructions aux responsables des travaux. Même scénario dans la commune d'Ouaynat Raja. Le ministre de l'Équipement et des Transports a également écouté les explications détaillées fournies par les responsables des travaux et donné de fermes instructions pour que les travaux soient exécutés dans les délais impartis. Après avoir visité les routes de l'Espoir et la commune de Ouaynat Raja, le ministre s'est réuni avec les autorités administratives et communales. Devant l'assistance, le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Isselkou Ahmed Zidbi, a déclaré que le désenclavement des localités est placé au premier rang dans le programme du chef de l'État, avant de rappeler l'importance que ces routes représentent pour les populations. Retour à Nouakchott pour parler de la journée de sensibilisation organisée hier par les autorités de la zone franche de Nouadhibou sur les opportunités offertes par cette zone. La zone, ont fait remarquer les autorités, jouit d'un cadre juridique et institutionnel efficace et d'une vision stratégique pour l'amélioration du climat d'investissement. Plus de précisions avec Abdel Adam Abar. Faire connaître le potentiel dont regorge la zone franche afin de motiver les investisseurs à tirer profit des opportunités d'investissement au niveau de la capitale économique du pays, Nouadhibou. Tel est l'objectif de cette journée d'information. Ainsi, des dizaines d'investisseurs nationaux et étrangers ont pris part à cette rencontre. Cette journée d'information s'est déroulée en présence de certains membres du gouvernement, des représentants des institutions financières internationales, des exposés concernant les transformations qu'a connues la zone franche depuis sa création, ainsi que les facilités qu'elle offre aux investisseurs ont été effectuées. Le président de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou, Mohamed Ouldaf, est revenu au cours de son allocution sur l'importance des ressources dont recèle cette zone franche. Il s'est ainsi appesanti sur la position stratégique et le potentiel dont elle recèle. Les projets et atouts ont été mis en exergue. On est en train de proposer un portefeuille de 4 projets prioritaires. Donc un premier projet relatif à la construction d'un port à eau profonde pour résoudre ce problème de déficit en termes d'infrastructures de froid au niveau de Nouadhibou, et ce qui empêche souvent la Mauritanie de tirer profit de ces accords signés avec l'Union européenne ou avec d'autres partenaires, tout simplement parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'installations au niveau de Nouadhibou pour le froid, pour la transformation et pour les différents services liés à l'exploitation de cette ressource. Cette journée d'information va à coup sûr permettre aux investisseurs nationaux et étrangers de mieux connaître les facilités et avantages de cette zone franche. Et pour plus d'informations sur ce sujet, nous avons invité ce soir sur ce plateau le directeur général du développement à la zone franche, M. Sid Ahmed Oulcheikhna. Monsieur le directeur général, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Comme nous l'avons vu et écouté dans cet élément, la zone franche de Nouadhibou, créée il y a maintenant 2 ans, dispose d'atouts importants, surtout incitatifs à l'investissement. Ce climat favorable a-t-il incité des hommes d'affaires à investir dans la zone franche? Si oui, dans quel domaine? Merci beaucoup, je vous remercie infiniment et à travers vous, je remercie la chaîne Le Mauritania pour l'invitation. Je tiens d'abord à rappeler que ce projet, effectivement, le coup d'envoi de la zone franche a été donné par son Excellence Président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, juin 2013. Et depuis lors, les équipes en charge de ce projet ont pu finaliser la vision stratégique de la zone franche à travers l'élaboration d'un schéma directeur opérationnel et un plan de développement pluriannuel. Donc c'est une vision qui est aujourd'hui porter à la connaissance de tous les investisseurs qui viennent nous contacter pour effectivement prendre la décision de s'installer à Nouadhibou comme destination de leurs investissements. Et pour revenir à votre question, donc oui, il y a eu des investisseurs qui ont choisi Nouadhibou comme destination d'investissement, et ces investisseurs donc appartiennent à des partenaires institutionnels multilatéraux comme la Banque mondiale par exemple, qui accompagne ce projet depuis pratiquement plus d'1 an, d'abord dans le cadre d'une assistance technique, puis dans le cadre d'un accompagnement sur les études de préfaisabilité de notre portefeuille prioritaire composé par 4 projets. Et d'une part, et d'autre part, il y a d'autres partenaires qui ont aussi pris la décision de venir s'installer à Nouadhibou, comme par exemple un grand groupe marocain, donc Unimer,
qui a mobilisé un investissement d'une valeur de 28 millions de dollars, spécialisé essentiellement dans la transformation de certaines espèces de poissons, la sardine et l'anchois. Il y a aussi un autre groupe privé mauritano-canarien, donc Macapel, qui est financé via un mécanisme de financement hybride, d'une part des fonds mobilisés par l'Union européenne et d'autre part des fonds privés mauritaniens, et qui sont sur le point de s'installer. Donc ils ont déjà finalisé toute la procédure administrative et réglementaire relative à l'agrément. À ces partenaires s'ajoutent d'autres partenaires qui sont très avancés avec nous. Par exemple, dans le cadre de la gestion de l'extension du port autonome de Nouadhibou, il y a DP World, donc c'est un partenaire international et avec lequel on est très avancé sur certains contacts pour effectivement mettre en place un système de gestion ou de mise en exploitation de cette extension. Il y a la BID et il y a la Banque islamique de développement, surtout son guichet financier ICD, l'institution de financement du secteur privé. Et puis il y a la zone Aqaba, qui est une zone qui nous assure quand même une sorte d'assistance technique pour qu'on puisse s'inspirer des best practices ou les bonnes pratiques existantes au niveau de cette zone, qui est aujourd'hui un exemple de réussite. Donc les perspectives sont prometteuses. Déjà, un premier groupe d'investisseurs est en train de lancer ces investissements. L'impact sur l'emploi ne se fera pas attendre parce que ce sont des projets quand même grandioses, donc ils vont impacter directement l'emploi et ils vont impacter aussi les niveaux de vie au niveau de Nouadhibou et ils vont essayer d'introduire une sorte de nivellement par le haut au niveau de l'ensemble de l'économie, donc à travers une sorte de partenariat avec le secteur privé mauritanien. S'agissant des facilités accordées aux investisseurs, elles sont de quel ordre? D'abord, il y a des facilités mentionnées dans la loi 2013-01 créant la zone franche de Nouadhibou. Ce sont des facilités d'ordre fiscal et douanier. Il y a d'autres facilités qui sont d'ordre accès à un tissu infrastructurel requalifié. Donc, et c'est sur ce dernier segment qu'on travaille le plus, parce qu'il ne s'agit pas d'inciter les investisseurs par des exonérations fiscales ou douanières. Ces exonérations, ils peuvent les trouver dans beaucoup de pays du monde. Donc, il faut qu'on soit convaincant sur la qualité des infrastructures qu'on leur propose. Et qui dit infrastructure dit donc le support de base, le socle sur lequel s'appuie toute démarche d'investissement et de production. Donc je parle ici des infrastructures routières, des infrastructures portières, des infrastructures électricité, de l'eau, l'assainissement. Donc c'est un package de services sur lesquels des actions concrètes ont été entreprises ou en cours de l'être. Donc c'est ce segment. C'est au niveau de ces segments que la bataille de l'investissement au niveau de Nouadhibou se jouera en réalité. Et non, c'est les exonérations fiscales et douanières. Parfait. On sait que l'institution d'une zone franche suppose que les marchandises importées sont exonérées des droits de douane, vous venez de le dire. Cette mesure est-elle aujourd'hui effective et quelles répercussions a-t-elle sur le pouvoir d'achat du consommateur au niveau de Dakhlit Nouadhibou? D'accord. D'abord, le consommateur au niveau de Dakhlit Nouadhibou et les populations locales d'une manière générale de Nouadhibou, ce sont notre premier partenaire. C'est le premier partenaire de la zone franche de Nouadhibou. Et tant qu'on n'impacte pas positivement et rapidement le train de vie de ces populations, on ne peut pas considérer que notre projet progresse d'une façon positive. Et donc c'est pourquoi l'ensemble des mesures ont été prises pour d'abord rendre effectives les exonérations annoncées dans le cadre des textes juridiques et réglementaires régissant la zone franche. Et c'est effectif, c'est vrai. Aujourd'hui, quelqu'un qui importe un conteneur 20 pieds de l'Espagne ou de n'importe quel pays d'Europe vers Nouadhibou, donc au lieu de payer 670 000 par le passé, il ne paye rien. Donc c'est vrai que ça ne concerne pas tous les produits. Il y a des produits, une liste de produits limités qui ne concourent pas directement ni même indirectement à l'action de production et à l'investissement. Cette liste elle a été exonérée de l'éligibilité à ce régime. Mais je tiens à rappeler ici et à rassurer les populations de Nouadhibou que dès que les investissements soient opérationnels, le premier impact positif de ces investissements se répercutera sur les enfants de la ville de Nouadhibou, sur les populations de Nouadhibou, par le biais de l'emploi massif que ces investissements vont
vont générer. Et qui dit emploi dit rehaussement du pouvoir d'achat, et donc ça va faire tourner toute un circuit, toute une économie. Donc je pense que nous sommes conscients des difficultés qui sont là, il y en a des difficultés, mais nous sommes parfaitement confiants à l'avenir et on est sûr que les perspectives sont prometteuses. Il y a un engagement indéniable des pouvoirs publics d'accompagner ce projet, qui est un projet quand même présidentiel, il faut le rappeler. C'était le cas de toutes les zones économiques spéciales. Quand on parle de l'Aqaba ou de Jebel Ali ou d'autres zones, le principal aura de ces zones, c'est que derrière il y avait une volonté politique. La Mauritanie a pris le même chemin. Aujourd'hui, c'est un projet qui a été déjà le comité d'orientation stratégique de la zone franche de Nouadhibou. C'est la plus haute instance dirigeante de cette structure. C'est un comité présidé par son Excellence le Président de la République. Et donc, ça exprime combien ce projet est vital et stratégique pour le pays. Et nous sommes tous au niveau de ce projet quand même en train de faire ce qu'il faut faire. Et on est conscient des difficultés, mais je pense que l'avenir est prometteur. Merci beaucoup, monsieur le directeur général du développement à la zone franche de Nouadhibou, monsieur Sid Ahmed Oulcheikhna. Merci beaucoup. C'est moi. Un dernier retour à l'intérieur du pays avant de contrôler ce volet de l'actualité nationale, avant de clôturer ce volet de l'actualité nationale avec cette nouvelle réalisation dans le domaine de l'hydraulique. Il s'agit d'un réseau d'adduction d'eau potable fonctionnant à l'énergie solaire réalisé au profit des populations de Ain Varba dans le Houd al-Gharbi grâce à un partenariat entre le département de l'hydraulique et une association koweïtienne de bienfaisance. Melika Marli nous en dit plus. Le réseau d'adduction d'eau de la localité de Guelb Na'ma, relevant de Ain Farba, est constitué de 5 châteaux d'eau desservant 5 localités permettant aux populations de la zone d'être approvisionnées en eau potable. Le réseau est alimenté en énergie solaire. Ce projet, qui s'inscrit dans le cadre des priorités du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, vise à offrir aux populations les infrastructures de base nécessaires à une vie décente afin d'améliorer les conditions de vie des citoyens. Ceci entre également dans le cadre des stratégies et programmes du gouvernement, du Premier ministre, de lutte contre la pauvreté. En ce sens, l'approvisionnement en eau potable des populations est considéré comme la priorité des priorités. Tout développement ne peut s'effectuer sans que les populations ne puissent bénéficier des infrastructures de base, dont l'eau, qui est une condition vitale de vie. La réalisation de ce projet qui a vu le jour, grâce à Dieu, dénote l'intérêt porté par le gouvernement mauritanien frère à ces populations. Amdet Ain Farba, M. Mohamed Oulcheikh Soufi, a quant à lui souligné que ce projet répond aux doléances des populations qui voient ainsi s'offrir à eux des perspectives nouvelles de développement. L'actualité dans le monde est dominée aujourd'hui par l'accord d'un cessez-le-feu en Ukraine, intervenu après une nuit marathon de négociations entre dirigeants allemands, français, ukrainiens et russes. Un soulagement pour les civils dans ce pays déchiré par 10 mois de conflit qui ont fait plus de 5000 morts. Signé par les séparatistes pro-russes et Kiev, l'accord prévoit un cessez-le-feu à partir de samedi 22h GMT et le retrait des belligérants et de leurs armes lourdes, permettant la création d'une zone tampon d'une profondeur de 50 à 140 km. Les précédents accords fixaient une zone de 30 km. Il prévoit en outre l'adoption d'une nouvelle constitution d'ici à fin 2015, prévoyant une décentralisation des régions de Donetsk et de Lugansk en accord avec les représentants de ces zones. Ainsi donc prend fin cette édition. Je vous en rappelle les principales informations. Satisfait de la mission du BIT pour les mesures prises par notre pays pour lutter contre les séquelles de l'esclavage. Elle l'a exprimé lors de sa rencontre avec le Premier ministre. Des spécialistes en chirurgie en congrès à Nouakchott échangeant sur la prise en charge des cancers et les évolutions scientifiques dans ce domaine. Les armes cesseront de résonner samedi à 22h GMT en Ukraine grâce à l'accord de cessez-le-feu signé aujourd'hui entre les belligérants. Merci madame, monsieur de nous avoir suivis. À demain.